Salut les gens. Bon, alors normalement aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un groupe de chasseurs, mais je les vois pas. Ah, ah si, attendez. Voilà. Alors. Bonjour monsieur. Bonjour. Gendarmerie nationale, vous êtes actuellement en situation de détention d'un objet illicite au vu de l'article 2 du décret numéro 2013-7 et 5. Je vais donc devoir procéder à votre arrestation. Hein? Aïe. Ah. Non mais attendez, c'est juste une paire de jumelles de l'armée du Zimbabwe. Vous allez quand même pas mettre les menottes pour quelque chose d'autre. Aïe. Oh mais pourquoi vous serrez si fort? Aïe. Bonjour monsieur le juge, excusez-moi du retard. Maître Pourri, avocat commis d'office pour défendre monsieur... Enfin l'autre là. Alors, je vais prendre connaissance du dossier. Très bien. Monsieur le juge, mon client ici présent est un con, car comme le dispose l'article 2 du décret numéro 2013-700 que je vais donc vous citer, il est formellement interdit de posséder du matériel d'observation de prise de vue conçu pour l'usage militaire. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, je vous propose donc, monsieur le juge, de mettre le maximum à mon client ici présent. Voilà, je vais vous laisser car j'ai une autre affaire. Coucou les gens. Comme vient de le dire Maître Pourri, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la législation française sur le contrôle des armes à feu. Alors, si vous n'êtes pas français, eh ben, vous pouvez aller manger un sandwich aux orties ou alors regarder cette magnifique vidéo d'un fan qui adore les fusils. This fucking thing was gonna walk in front. He's licking the gun. Quelqu'un aurait le numéro du directeur artistique de Bambi 3? Parce qu'on a peut-être un truc là. Comme je viens de vous le dire, on va parler de loi, de décret, de constitution et tous ces machins là. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour aller chercher un tube d'aspirine. Pour les plus mous physiquement ou cérébralement, je vous rappelle quand même que c'est une vidéo. On peut mettre en pause en cliquant en bas. Enfin bon, moi je dis ça, hein, je dis rien. Hein. Comme tout le monde n'est pas au clair avec le texte de droit, on va commencer par une petite mise au point. Accrochez votre slip, c'est parti. La pyramide des normes. Je vais peut-être un peu abuser sur le montage là. Non. Au sommet, le bloc constitutionnel. C'est là où se trouvent les textes les plus importants. On retrouve la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on retrouve aussi la Constitution de 1958. Et ouais, bloc constitutionnel, Constitution. En dessous, on trouve le bloc de conventionnalité. C'est la porte d'entrée du droit international dans la législation française. Et donc a fortiori de la législation européenne. Ah, bah tiens justement, il y a une directive qui veut entrer et je vais lui ouvrir la porte. Arrive ensuite le bloc de légalité, constitué de lois, regroupées dans des codes, comme code civil, code pénal. Voilà, c'est tout. Et on trouve enfin, au plus bas, les règlements avec les arrêtés et les décrets, qui soit servent à préciser une loi, soit alors à remplacer une loi qui serait hors du champ de compétence du bloc de légalité. C'est un peu le guide pratique du droit français. Ce guide est approuvé par Bear Grylls. Ok, maintenant que le pire est passé, on va pouvoir enfin parler d'armement. Alors, on va commencer par l'Ancien Régime. Alors, l'Ancien Régime, c'est facile. Ceux qui se battent ont le droit d'avoir des armes. Mais alors, qui se bat? Ça vous dit quelque chose, ça? Mais si, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Les trois ordres. Le tiers-état, le clergé et la noblesse. C'est ce qu'on vous a appris au collège, comme moi. Mais on vous a menti en fait. En réalité, le nom des trois ordres est en latin. Le tiers-état est le laborares, ceux qui travaillent. L'oratores, ce sont ceux qui prient. Et enfin, le bellatores, ce sont ceux qui se battent. Et allez hop, on va faire un petit bond en avant dans le temps et on va parler de la Révolution française. Ce tableau, ça vous dit quelque chose? C'est la liberté qui est dans le peuple de Eugène Delacroix. Vous avez vu tous ces membres du tiers-état avec leurs armes? Et encore, c'est pas tout. C'est pas pour rien que la première phrase du refrain de la Marseillaise soit aux armes citoyens. En soi, c'est déjà une remise en cause du privilège de la noblesse. Et durant toute cette période, on va assister à une véritable glorification des citoyens armés. Regardez cette magnifique sans-culotte en armes. Ah, la coquine. Dans la Constitution de 1791, devait figurer un article 10 qui proposait, je cite, « Tout citoyen a le droit d'avoir chez lui des armes et de s'en servir.
mais cet article ne fut pas retenu par les membres de l'Assemblée constituante car ils jugeaient que ce droit était tellement évident qu'il n'avait pas sa place dans la Constitution. Et celui qui a proposé cette loi, eh ben, c'est lui. Vous savez pas qui c'est? Oh, je vais vous aider. Un indice, chez vous. Et top, je suis né le 9 mars 1749, de mon vrai nom Honoré Gabriel Riquetti. Je me fais remarquer par mon intelligence, mon éloquence et ma laideur. Je dirais en 1789, allez dire à ceux qui vous ont envoyé que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Je suis Mirabeau, le comte Mirabeau. Ah oui, que je l'aime ce jeu. Excusez-moi, je me suis laissé un peu emporter là. Bon, alors vous allez me demander quel est l'intérêt pour un État d'armer ses citoyens. En fait, c'est plutôt simple. La toute jeune République française pouvait ainsi compter sur le peuple pour la défendre en cas d'invasion des monarchies européennes. Vilaine monarchie européenne. Vilaine. Il reste encore des traces de l'image citoyen combattant, notamment dans l'article L4211-1 du Code de la Défense, où l'on peut lire « Les citoyens concourent à la défense de la nation ». Bah quoi? Il se passe rien pendant un bon moment. Moi je me repose, je vais aller piquer une tête dans la piscine, puis dès qu'on est en 1939, bah vous me rappelez, je reviens. C'est bon là, on est en 1939? Bon, alors, le 18 avril, sort un décret-loi qui organise les armes en 8 catégories. Et donc là maintenant, c'est l'heure de l'instant PowerPoint. La première catégorie, les armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. La deuxième catégorie, le matériel destiné à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. La troisième catégorie, le matériel de protection contre les gaz de combat. La quatrième catégorie, les armes à feu dites de défense et leurs munitions. La cinquième catégorie, les armes de chasse avec leurs munitions. La sixième catégorie, ce sont les armes blanches. Salut, c'est Fredouille. Aujourd'hui, on va voir comment c'est qu'on fait pour savoir que c'est une arme blanche. Alors, voilà, vous prenez votre main comme ça, vous mettez la garde bien contre le bas de la main, et si comme là ça dépasse, eh ben c'est une arme blanche. Voilà. J'espère que vous aurez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur aimer. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez aussi la partager. Et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Facebook. Oh ben, qui c'est qui a éteint la lumière? Non mais ta gueule, tiens, prends ça. Aïe. Oh pardon. En fait, en ce qui concerne la définition des armes blanches, le décret numéro 2013-700 dans l'article 1 explique que les armes blanches sont toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exception d'explosion. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la taille de la lame et la largeur de la main. Hein? Aïe! Aïe! Et allez, on reprend. La septième catégorie, les armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. Et enfin, la huitième catégorie, les armes et les munitions historiques et de collection. Dans un contexte de guerre imminente avec l'Allemagne, quel peut bien être l'intérêt d'un État à désarmer ses citoyens? Et bien en fait, c'est pour éviter les révoltes dues aux conditions de vie difficiles durant cette période, qui pourraient, à terme, mener l'État à perdre une guerre. Comme ça s'est déjà produit pour la révolution allemande de 1918 et la révolution russe de 1917. Autrement dit, c'est l'État d'abord, les citoyens après. Ça fait mal, hein? Seconde Guerre mondiale oblige, voici l'instant point Godwin. Et oui, on va parler des nazis. Alors dès leur arrivée en France, ils vont exiger la confiscation de toutes les armes, à l'exception des armes non utilisables et des carabines à air comprimé en 4,5 mm. Bien. Bien. Pas bien. Bien. La situation va se durcir avec les activités de la résistance jusqu'à atteindre son apogée le 3 décembre 1942 avec la loi numéro 1061 qui punit de la peine de mort toute détention d'armes d'explosifs par les citoyens français. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Pas bien. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les actes du régime de Vichy seront purement et simplement annulés par l'ordonnance du gouvernement provisoire de la République française
du 9 août 1944, c'est donc un retour au système de 1939. C'est le plus beau CTRL-Z que j'ai jamais vu de ma vie. Entre 1944 et 2010, il y a eu des petites modifications, mais bon, rien de très important, donc on s'en fout. Par contre, le 30 juillet de la même année, normalisation européenne oblige, nous sommes passés à 4 catégories. Et allez, c'est reparti pour un petit PowerPoint. La première catégorie est la catégorie A, avec les armes et le matériel qui sont purement et simplement interdits. La deuxième catégorie est la catégorie B, les armes et le matériel soumis à une autorisation. Ensuite, la catégorie C, les armes et le matériel soumis à une déclaration. Et enfin, la catégorie D, les armes et le matériel qui sont simplement en vente libre à condition d'être majeur. Bon, je vais pas entrer dans les détails des classifications, des procédures, des définitions, il y a de quoi faire une vidéo entière rien que là-dessus. Mais comme je suis pas un ingrat, je vous ai mis en bas dans la description un petit formulaire vachement sympa pour savoir la classification de vos joujoux, et je vous ai mis aussi le décret pour mieux comprendre les résultats. C'est en bas. Là. Non, en bas. Là en dessous, là. 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 Dans le préambule de cette nouvelle législation, les rédacteurs qui sont Bruno Leroux, Claude Baudin et Jean-Luc Versman, qui ont écrit, je les cite, « L'acquisition et la détention d'une arme à feu ne constituent pas un droit, mais un privilège qui emporte certaines responsabilités pour les citoyens. » Enlevez-moi d'un doute. Les privilèges, ça n'a pas été supprimé en 1789 en France pour devenir des droits? Non? Allez, et pendant que nous y sommes, continuons encore sur des citations avec Monsieur Leroux, qui en 2011, durant les débats sur cette loi, affirmait « J'ai le sentiment de faire reculer ces fêlés de la gâchette, ces fêlés des forums sur internet qui n'ont d'échange que sur leurs armes à feu, très certainement parce qu'ils sont incapables de parler d'autre chose. Vous êtes de vilains internautes ignares à parler de votre passion et à essayer de défendre vos droits. Vilains internautes que vous êtes. En exclusivité pour les membres du club 556 Shopping, je vous propose un petit truc pour rendre complètement marteau un juriste. Vous allez le voir et vous lui dites qu'une loi stipule. Et oui, car stipuler est réservé aux personnes physiques, donc pas aux lois. Et quand vous lui dites cette phrase, regardez-le bien dans les yeux et imaginez-vous dans leur tête, c'est à peu près ça qui se passe. Effet garanti ou on vous rembourse.